Comme chaque matin, Joseph enfourche sa moto pour se rendre à son champ à 5 km d'Obo, à l'extrême sud-est de la Centrafrique. Avant, il n'osait plus partir en brousse, de peur de se faire enlever par la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, créée en 1988 en Ouganda par Joseph Kony. Traqué depuis 2011 par 2000 soldats ougandais, appuyé par une centaine de militaires américains basés à Obo, le groupe ne compte plus que 200 membres, contre des milliers avant 2011. Depuis 2008 que nous sommes dans l'inquiétude par rapport aux attaques des LRA qui nous menacent souvent. Et ils continuent à nous menacer. Même si la LRA est fortement affaiblie, depuis le début du retrait des troupes américaines en avril 2017, le groupe a tué 9 civils et en a enlevé 129 autres en Centrafrique, selon LRA Crisis Tracker, un site géré par l'ONG Invisible Children qui recense les attaques du groupe. Dans la seule ville d'Obo, les victimes récentes se comptent par dizaines et le mode opératoire du groupe reste le même. Patrick, 30 ans, est un ancien combattant de la LRA. Il a fait défection avec sa femme qu'il avait enlevée lors d'une rafle dans un village centrafricain. J'ai été enlevé à l'âge de 15 ans. On m'a amené au Congo, au Soudan du Sud, au Tchad, au Darfour. Notre mission n'était que de protéger le chef, de piller et de revendre ce qu'on avait pillé. Dès que les Américains nous voyaient, ils nous tiraient dessus. Alors du coup, on enlevait d'autres enfants en brousse pour en faire des soldats. Comme Patrick, de nombreux combattants ont fait défection ou ont été tués. Mais depuis le départ des Américains, le territoire centrafricain semble être devenu un refuge pour le reste des troupes de la LRA. Aujourd'hui divisé en 3 groupes, dont 2 sont encore sous les ordres du créateur du mouvement, Joseph Kony. Il y a quand même continuellement des enlèvements, principalement d'enfants garçons, et qui sont ensuite entraînés par ces groupes-là et qui deviennent des combattants. Il y a une nouvelle génération qui est composée principalement aujourd'hui de Centrafricains. Si le groupe est en déclin, il reste tout de même une menace pour les Centrafricains. Arsou est arrivé dans ce centre de prise en charge de la lèpre à Fianarantsoa il y a 2 ans. Depuis, cette patiente malgache ne reçoit aucune visite de sa famille. Après la mort de ses parents, ses frères et sœurs l'ont chassée de leur maison. Ce qui m'a le plus dérangé, ce n'est pas la maladie, mais c'est le fait qu'ils m'ont rejetée. C'est un mélange de honte, d'incompréhension et de peur. Je ne peux pas rentrer chez eux, ou si ça arrive, ils se dépêchent de laver le coussin ou la serviette juste après mon départ. C'est ma famille qui a le même sang que moi qui me fait ça. Désormais, la seule famille d'Arsou, ce sont les sœurs qui gèrent le centre ainsi que les autres pensionnaires. Pourtant, la lèpre est très peu contagieuse. Il faut des contacts répétés et prolongés avec des personnes atteintes pour l'attraper. Dans les années 60, la léproserie a construit un village pour accueillir les proches et lutter contre l'isolement des patients. Mais aujourd'hui encore, la moitié de leurs 40 malades sont rejetés par leur famille. On a ici des grands-pères, par exemple, qui n'ont jamais de visite et ils demandent de rester ici jusqu'à la fin de leur jour. Par contre, les jeunes, nous, on les prépare à rentrer dans leur famille et dans leur village dès leur arrivée à l'hôpital parce qu'ils ont encore beaucoup de chances de refaire la vie. Lesaf vit au village avec sa femme et ses 3 enfants depuis le début de son traitement il y a 6 mois. Grâce au soutien de sa famille, il a pu être soigné avant d'avoir des séquelles graves. La famille de mon père m'a poussé à venir ici avant qu'il ne soit trop tard, vu qu'on a déjà eu des cas de lèpre dans la famille. Et moi, je n'ai pas fait le difficile. J'ai eu peur qu'on m'ampute. Souvent, les patients consultent trop tard, en cause la honte, la pauvreté, l'éloignement ou encore le manque d'hôpitaux. Et les conséquences sont irréversibles. À Madagascar, 2 malades de la lèpre sur 10 sont handicapés. C'est ici, dans ce célèbre établissement hôtelier de la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro, qu'a lieu la 2e édition de la cérémonie de distinction du prix Life Builder. Pour l'édition 2017, ils sont 5 lauréats, 5 cadres ivoiriens, acteurs au développement.
Un casting qui récompense ces hommes dans leur recherche perpétuelle de l'amélioration des conditions de vie de leur communauté. Il y a des personnes qui sont là, qui chaque jour œuvrent pour aider leurs prochains, aider leurs concitoyens à aller de l'avant. C'est ces personnes-là que Life Builders a décidé de célébrer. Et il y en a partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, au Burkina Faso. Life Builders va aller vers ces personnes-là pour les mettre en lumière, pour susciter une vraie émulation et pour que cela fasse tache d'huile, pour qu'il y ait beaucoup de gens de bonne volonté pour construire l'Afrique. Parmi ces personnalités, Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, la plus vieille organisation de coopération régionale ouest-africaine. Il rafle le prix Life Builders de l'intégration africaine. J'avoue que j'ai été surpris. Je ne savais pas qu'ils suivaient les activités du Conseil de l'Entente. Et quand j'ai reçu le courrier, j'ai dit, je ne vois vraiment pas où est-ce qu'il a vu tout ça. Et que je n'étais pas prêt du tout à accepter la distinction. 4 personnalités ont été distinguées dans la catégorie des projets innovants et des actions sociales. Comme nous sommes aussi des membres de la société, donc nous avons des actions que nous faisons pour prendre part au développement local, au développement régional et compagnie. Donc nous essayons donc de autant faire que ce peut d'être le plus utile possible à notre communauté. Vous savez qu'en Afrique, nous avons besoin beaucoup de la solidarité. Et c'est pour cela la structure qui nous a permis cette distinction aujourd'hui. Sincèrement, j'avoue que j'en suis très flatté et je la félicite. Créée en 2015 à Abidjan, l'ONG Life Builders œuvre à la promotion des leaders africains engagés à relever le défi du développement. Des ambitions qui peuvent être atteintes grâce à l'action conjuguée et aux efforts de solidarité des Africains. Dernier préparatif en coulisses pour ces jeunes de Trappes. Dans quelques secondes, ils s'élanceront sur la patinoire. Le trac et l'excitation sont palpables. Un petit peu de stress, mais comme d'habitude, c'est du bon stress. La patinoire, c'est celle-ci, la scène du match d'improvisation théâtrale. Un clin d'œil aux origines québécoises de la discipline. Pour le côté sportif, il y a bien un arbitre qui impose le thème et la durée du sketch. Durée de l'improvisation, 2 minutes et 30 secondes. Et surtout l'esprit d'équipe. Mais l'essentiel tient à l'art d'embarquer le public sans savoir soi-même où l'on va. La colère, on croit. Il y a une règle en improvisation, on aime bien dire qu'il faut dire oui à l'autre. Et en fait, être capable de répondre par la positive, ça permet toujours d'aller de l'avant et de se saisir de l'idée de la personne qu'on a en face de nous pour justement appuyer et la faire et l'embellir en tout cas. Une école de l'écoute et de l'ouverture d'esprit. À Trappes, on est dans le berceau de l'impro française. Plus de 20 ans après les débuts ici de Jamel Debbouze, la troupe continue d'agiter les talents et de faire vibrer la ville avec une mission résolument pédagogique. Au cœur de la patinoire, il y a ces 3 valeurs, effectivement, liberté, égalité, fraternité, qui peuvent vraiment s'incarner. La liberté d'expression, la liberté de création, l'égalité entre les filles et les garçons, parce qu'une équipe d'impro, c'est 3 filles, 3 garçons, c'est une équipe paritaire. Et puis la fraternité, parce qu'on est dans un travail d'équipe. Trappes, ce soir-là, rencontre Limoges. La mi-temps est l'occasion de faire connaissance avec ces jeunes venus d'ailleurs. Ça m'a permis d'être bien dans mes pattes et de me dire oui, je peux aller sur scène devant 200 personnes. C'est un échappatoire, on part autre part pendant le temps d'une impro. C'est aussi des amis, des rencontres. Je suis née à Trappes, j'ai grandi à Trappes. Et je pense que c'est aussi un des buts de ce qu'on fait. C'est prouver et montrer déjà parce qu'on aime ça, mais qu'ici c'est pas un endroit pire qu'un autre, quoi. Comme Émilie, ils sont une 50aine de jeunes dans la troupe à défendre les couleurs de leur ville, parfois hors des frontières. Une équipe s'apprête à partir au Québec pour le mondial d'improvisation. Alissa et son mari Riley reçoivent quelques amis dans leur appartement du 20e arrondissement de Paris. Au menu, soupe thaï, amuse-gueule à l'américaine et étude de la Bible. Riley et Harry sont des pasteurs protestants évangéliques. Ils ont implanté, il y a 1 an, une nouvelle communauté, l'église de la Plaine.
L'objet de cette réunion, c'est de pouvoir nous retrouver autour de la parole de Dieu, de pouvoir l'étudier ensemble, de voir ce que le texte a à nous dire et comment est-ce qu'on peut se l'appliquer dans nos vies personnelles de tous les jours. Et c'est aussi l'occasion de vivre ça ensemble, entre frères et sœurs, de partager ça et de grandir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Dans cette assemblée, chacun lit un extrait de la Bible et en discute librement. Le texte est dans toutes les mains, sous forme traditionnelle ou plus moderne. Une version intime de la religion qui a séduit Linda. En tout cas, moi, j'en retire beaucoup de choses. Ça me motive à vouloir grandir avec Dieu et on apprend à plus se connaître comme ça. Ce sont des moments aussi un peu d'amitié aussi ou ça oui, bien carrément. Il y a de la bonne bouffe déjà, de la lissade. Le dimanche après-midi, place à la célébration. Harry et Riley reçoivent dans ce petit local du quartier. La musique occupe une place centrale dans le culte dominical. Chants, prières, partage de la scène. Comme ces fidèles, ils sont 650 000 chrétiens en France à se réclamer de ce courant du protestantisme. Ici, pas de méga-church à l'américaine. Son église, Harry l'a voulu à l'échelle du quartier. Nous sommes vraiment une assemblée locale. Tout le monde dans notre équipe et dans cette église vit dans les environs, sauf les personnes qui peuvent venir nous visiter. Et en fait, on veut être à la couleur du quartier. Et aujourd'hui, dans le quartier dans lequel on est, il y a une multiculturalité que vous retrouvez aussi ici. Des églises locales comme celle-ci, il s'en crée une tous les 10 jours en France métropolitaine. Et la tendance est mondiale. Les protestants évangéliques s'implantent, de quoi enchanter Harry qui rêve de voir grandir sa communauté. Si se garer est un casse-tête pour vous, ce robot chinois s'en chargera à votre place. Avec l'aide de capteurs et de caméras, il optimise le stationnement des véhicules tout en évitant les rayures. La société qui le fabrique mise sur l'explosion du marché automobile pour développer son projet. La Chine est entrée dans l'ère de l'automobile. Il y en a de plus en plus. Ce projet a pour but d'offrir une solution au défi de garer autant de voitures. Quelques clics sur une application mobile et le robot vous ramène votre voiture en quelques minutes et vous évite d'avoir à la chercher. C'est un casse-tête de retrouver sa voiture dans un grand parking. Là, on a une solution. Ça peut aussi rendre le parking plus écologique, car on n'a plus besoin de conduire à l'intérieur. Et l'air est plus sain, sans gaz d'échappement. En 2015, plus de 24 millions de voitures ont été vendues en Chine. Un marché potentiel énorme pour ce genre d'innovation. Principal frein au développement, les coûts de production encore très élevés. Mais la robotique est indéniablement un secteur d'avenir, et le gouvernement chinois l'a bien compris. Au niveau de l'État, la Chine prend sa stratégie de développement de la robotique très au sérieux, car le pays fait face à beaucoup de problèmes, dont le coût de la main-d'œuvre. Pour Pékin, les robots pourraient aussi être une partie de la solution aux questions de vieillissement de la population et de ralentissement de l'économie. La Chine est d'ores et déjà le premier marché mondial du secteur robotique.